Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien. On va commencer ces nouvelles du 7 octobre 2022 avec le hack de la BNB Chain. Et oui, vous avez bien entendu, la BNB Chain s'est fait hack, plus précisément un des bridges intercross chain, et le hacker a réussi à générer entre 500 et 600 millions de dollars de BNB, mais n'a réussi à en récupérer que 100 millions, en tout cas à les sortir de la BNB Chain avant que la BNB Chain soit arrêtée. Actuellement, la BSC, enfin la BNB Chain, n'est plus fonctionnelle et est arrêtée le temps que les devs trouvent justement la problématique et la corrigent, à savoir que les 100 millions de dollars qui ont été dérobés, donc qui sont hors blockchain, se trouvent principalement sur Phantom, Matic et le troisième, je ne m'en souviens plus, une troisième chain sur lequel la personne a réussi à sortir ses BNB. Alors si je ne dis pas de bêtises, pour ce faire, il a placé les BNB dans des plateformes de lending, a fait un prêt sur du stablecoin et est sorti avec le stablecoin. Dans tous les cas, on en saura plus par la suite, et c'est intéressant de voir la réaction de la BNB Chain par rapport à ce hack. En tout cas, CZ a déjà fait une communication en disant que 100 millions de dollars, c'est pas si grave que ça, parce que les fonds des personnes ne sont pas affectés, c'est de la génération de BNB qui a été faite, et comme il le rappelle, ils burnent régulièrement du BNB, donc 100 millions de dollars, c'est quoi ? Bah, c'est juste 4 burns à effectuer en plus. Bon, a priori, ça n'a pas l'air de les gêner plus que ça va juste augmenter la rapidité de burning qui va être effectuée. Mais en même temps, en voyant ce que pèsent BNB et Binance, je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. Par contre, le fait qu'ils arrêtent totalement la blockchain pour pouvoir réparer les dommages, ça c'est encore autre chose. Ensuite, nous avons l'Europe qui bannit toutes les transactions crypto appartenant aux Russes. Ça fait partie justement d'une réponse au fait que les Russes ont décidé d'accepter les transactions internationales en crypto-monnaie. L'Europe a décidé de bannir toutes les cryptos appartenant à des Russes. Ensuite, nous avons NIR qui s'associe avec Google Cloud pour accompagner les sociétés qui souhaitent évoluer dans le Web3. Très important pour NIR, c'est un très gros partenariat, et je vous présente régulièrement NIR en vous disant que j'aime beaucoup la tech. A priori, ils ont réussi à séduire un des géants GAFA, à voir comment ils vont effectuer et comment ce partenariat va fonctionner, mais c'est point positif pour NIR Protocol. À côté, nous avons MakerDAO. MakerDAO, donc, qui est le DAO qui s'occupe principalement de la construction du DAI, a lancé un investissement de 500 millions de dollars dans notamment les bons au trésor américain et les corporate bonds en général, pour pouvoir diversifier son fonds d'investissement, son fonds qui permet justement de soutenir le DAI. Point important aujourd'hui, taux de chômage, 14h30. Je vous rappelle l'importance de cette information. Si le taux de chômage est au-dessus, qu'on a une augmentation du chômage, ça veut dire que la politique de la Fed de relever les taux a un impact sur l'économie, et donc a un impact sur le taux de chômage qui monte à la hausse, qui est signe d'une récession non plus technique, mais d'une récession réelle. Si par contre le chômage reste identique, et donc voire même descend, ça veut dire que l'économie se porte bien, donc ça veut dire qu'on peut continuer à augmenter les taux de façon agressive, et le marché financier se contractera. C'est un petit peu la décision avant justement les taux d'inflation, pour voir comment se porte l'économie. Le chômage est un élément important pour la notion de l'emploi. Nous avons terminé avec les nouvelles. Je vous rappelle que le Discord, je l'ai créé exprès pour le partage et pour être un hub d'information. On est en train de le restructurer encore en ce moment. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés qui vont arriver pour vraiment renforcer cette partie hub d'information, où toute l'information est concentrée dans le Discord. Information sur la blockchain, sur les différentes cryptos, sur le trading, sur l'investissement, sur la macroéconomie. On essaie vraiment tout concentrer dans le Discord. Et même pour aller plus loin, on a fait une partie premium avec plein d'avantages, avec beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos, plus de 300 pages de guides et de formations. Ça continue à augmenter toutes les semaines parce qu'on produit du contenu continuellement. Il y a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement. Il y a à côté des lives, jusqu'à 3-4 lives par mois, des briefs quotidiens que j'effectue tous les matins pour vous faire un point du marché. Globalement, tout pour aller plus loin, tout pour pouvoir se préparer, se former. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le premium a été créé, et d'ordre général,
même le Discord qui a été créé dans l'optique de vous donner les éléments nécessaires pour pouvoir progresser. Tout est en description et en commentaire, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On attaque la partie technique qui commence par notre rituel habituel de présentation de notre hypothèse héliotiste vague 1, 2, 3, terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 composée en A, B, C. B avec extension, C avec extension, la C qui travaille le 382 d'extension de Fibonacci, plus un order block intéressant dans lequel nous sommes. Nous avons deux niveaux importants baissiers, 14500 et 10 000 qui correspondent au nombre d'or, et aussi à la résistance Ichimoku Monthly. Donc c'est des niveaux très importants sur lesquels potentiellement on pourrait aller retravailler ces zones-là. Néanmoins, en fonction de ce qui est effectué, on pourrait invalider tout simplement notre hypothèse héliotiste si jamais on casse le top de la 1, et on partirait sur une des autres hypothèses que je vous ai déjà données. Est-ce que c'est une zone intéressante? Oui, nous sommes à entre 618 et 786, c'est une zone d'achat, de rechargement long terme, pour tout simplement holder ou détenir du Bitcoin, s'exposer au Bitcoin. Si on le souhaite, c'est une zone sur laquelle on peut faire du DCA. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Comme je vous l'ai dit, oui, mais en tout cas, c'est une zone qui est vraiment très intéressante en termes de prix. On va zoomer sur ce qui s'est passé ici, pour bien comprendre. Dans cette partie basse, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. On va juste désactiver notre Ichimoku. Nous avons la mise en place d'une accumulation de Wyckoff en SCARST, donc c'est une climax, automatique rallye, secondary test. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier, parce que j'ai bien expliqué ce qu'était une accumulation. Et le principe même, c'est de créer de la liquidité. On a créé de la liquidité à travers ce canal haussier de création de liquidité un cric, dans lequel ici on est allé récupérer la liquidité haute, récupération de la liquidité basse, et on voit que on est vraiment dans un marché à court de liquidité, parce qu'on crée de la liquidité à tout va, à travers des canaux de compression, à travers des crics, à travers des cassures baissières, réintégration, recassure derrière. Donc on a vraiment en fait des patterns de manipulation très très forts, donc il faut faire très attention. L'élément important aussi, c'est que nous avons une augmentation du volume que l'on voit quand même assez fort depuis que nous sommes arrivés suite à la cassure de Celsius. Nous avons une augmentation du volume présent sur BTC, volume qui est majoritairement quand même en spot et en futur, donc il faut faire très attention parce qu'il y a une partie qui est leverage, on ira le voir quand on regardera l'order flow directement tout à l'heure. L'élément important aussi que je veux donner, c'est que on est dans une accélération du momentum. Dû à ces deux belles bougies bien fortes sur lesquelles on a fait la cassure de la compression. Et là, on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Mais avant, petit retour sur Ichimoku. Ichimoku, ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu un rejet et nous sommes en train de nous diriger. Donc globalement, on va être compressé entre la Kijun et la Tenkan, donc sur lequel on pourra avoir une réaction explosive soit à la baisse soit à la hausse, dans lequel c'est la target. Si jamais on casse cette target haussière, la prochaine target, elle est à 21 600 avec le top du nuage de Kumo. Par contre, si on break baissier, la target va être beaucoup plus basse, va être 19 000 dans un premier temps pour aller chercher les liquidités de 19 000 et ensuite 18 500 qui est la liquidité d'inducement de cette bougie très forte sur laquelle on a eu énormément de volatilité parce que c'est la bougie qui a suivi la bougie de volatilité très très forte ici. On avait gardé justement un très gros niveau de volume acheteur notamment, donc on pourrait aller chercher ici les liquidités qui sont à 18 475, pourquoi pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là nous avons un mouvement haussier qui est une belle impulsion, qui est principalement sur le BTC. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le reflet de ce qui se passe sur les cryptos, à savoir que, dans le général, le BTC représente 40 à 45% de dominance sur la totalité des cryptos. Donc on va aller regarder le Total 3. Total 3, c'est l'indice des cryptos, quand je retire le BTC et l'Ethereum. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a bien aussi ces deux belles bougies que l'on a d'accélération haussière, certes qui sont moins marquées, qui sont plus compressées, mais on a quand même un momentum aussi qui se crée sur le reste des cryptos. Ce qui est important, ça veut dire que ce qui est en train de se passer ne se passe pas uniquement que sur BTC ou uniquement sur Ethereum, on a un impact quand même sur l'ensemble des autres cryptos, des autres altcoins, et justement ça permet de donner une cohérence totale à ce qui est en train de se passer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur cette partie-là, on va aller regarder en horaire, pour voir que justement on a toujours un momentum qui est en train de se crasher. Momentum qui est en train de se crasher, oui, mais à côté on est en train d'avoir une petite divergence baissière, haussière pardon, qui est en train de se mettre en place,
qui n'est pas encore très très franche. Hein. En vrai, là pour l'instant, elle est juste très légère. Donc quelque chose comme ça, sur lequel on voit bien qu'on a une petite divergence. Aussi, je pense qu'on va break du coup baissier ici, potentiellement pour aller faire un retest. Moi, l'idée que j'ai depuis un certain temps, c'est que potentiellement ici, nous ayons une distribution en BC, AR, ST, SO, UT. Là, on attend l'UT globalement, donc une cassure haussière, mais on n'est pas obligé, d'accord? On n'est pas obligé. Là, le momentum est en train de nous dire que potentiellement on va avoir une réaccélération haussière. Oui, mais si on break baissier, donc on invalide cette divergence haussière, donc ça voudrait dire qu'on break et potentiellement aller retester le point bas. Il faut surtout pas casser ici le break of structure. Si on casse le break of structure ici, ça veut dire qu'on valide un shift de structure et donc on va s'enfoncer pour potentiellement aller retravailler ici des zones de liquidité à 19 250 par exemple, pour potentiellement soit repartir à la hausse, soit se retrouver encore dans un canal de compression, parce que c'est un petit peu ce que nous avons continuellement en ce moment, qui est preuve d'un marché à court de liquidité, sur lequel on essaie de créer la liquidité pour créer justement des mouvements haussiers baissiers, et clairement on a une compression aussi de la liquidité qui est en train de se faire, la liquidité de liquidation, dans lequel on a autant de liquidation en haut qu'en bas, donc on est vraiment dans un état sur lequel on est dans une indécision du marché général. Ce qui est important à retenir, c'est que si on regarde dans l'order flow, on voit que l'accélération haussière qui s'est faite ici, c'est une accélération qui est due à des leverages. On est passé de 120 000 à 165 quasiment. C'est juste colossal, c'est le plus haut que nous ayons fait depuis très longtemps, enfin c'est le plus haut total, voilà, c'est all-time high sur l'open interest, et du coup, là-dessus, la question que l'on se pose, c'est est-ce que ça va break baissier, à savoir que les personnes ont tendance à dire oui, mais n'oublions pas que sur l'open interest d'ordre général, c'est quelque chose qui est croissant. Il n'a jamais fait réellement de plus bas. Une fois qu'il est accéléré, généralement il peut avoir des petits retracements, mais ça donne un nouveau palier de l'open interest. Et c'est un petit peu ce que l'on voit depuis la création du BTC et des futurs sur le BTC en tout cas. Pour ça, donc du coup, est-ce qu'on va vraiment break? C'est la grande question. En tout cas, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est qu'on a un cours sur lequel on est en train de distribuer parce que l'open interest est légèrement en train de diminuer, vraiment légèrement, sur lequel, en effet, on peut avoir une indication comme quoi l'open interest diminue. On a un cours à côté qui, certes, est en train de structurer légèrement baissier, mais si on regarde les lots sont, en l'occurrence, plutôt structuré haussier, alors que là, les lots sont plutôt structurés baissier. Donc on a un open interest qui chute, un cours qui monte, ce qui est plutôt positif, ça veut dire que derrière on pourrait avoir une forme de distribution, donc qui est en train de faire une prise de profit structurelle, sur lequel ce n'est pas sûr qu'on ait une validation de la distribution, à confirmer. À côté, on a la totalité des comptes qui repasse bullish, ce qui est symptomatique aussi potentiellement d'une continuité de chute. On pourrait très bien casser fortement ici, parce que généralement quand on a tendance à avoir une corrélation entre les deux, ça veut dire une augmentation des top traders et une augmentation de la totalité des comptes, généralement on va avoir tendance à partir à la baisse. Donc on va dire ici une distribution, d'accord. Par contre, si on repasse ici, donc on refait une accélération haussière, où on a justement l'accélération due à l'UTAD de la distribution. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, on va avoir ici la mise en place, potentiellement, d'une augmentation du nombre de shorts, et donc on repart dans une divergence, et à ce moment-là, ce sera positif, toujours, ce sera beaucoup plus facile à pouvoir anticiper. Autre point que je voulais vous donner, c'est que on a quelque chose au niveau du momentum, qui est en train de se faire. On a encore une divergence ici, donc on est Ethereum BTC très important, parce que ça nous donne un petit peu la surperformance, enfin comment se comporte Ethereum par rapport au BTC, et comment BTC se comporte par rapport à Ethereum, qui représente à elle seule, voilà, plus de la moitié de la totalité des cryptos, en tout cas la capitalisation des cryptos. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est quand même sur quelque chose, une divergence bullish, sur lequel on voit quand même une perte de momentum au niveau de la chute effective, donc ça veut dire que le BTC ne surperforme plus
Ethereum et qu'on est dans un équilibre qui est en train de se faire, d'accord? Donc on n'est plus dans Ethereum qui performe mieux, on est dans quelque chose qui potentiellement est une zone de neutralité qui peut se transformer justement dans une accélération haussière et donc qui entraînerait justement le fait que Ethereum performe mieux BTC. Ensuite, nous avons petit point sur le Nasdaq dans lequel, pareil, on a eu une accélération haussière, début de journée quand je vous ai fait la vidéo. Bon, un peu comme d'habitude en ce moment, quand on commence dans un sens, on termine dans l'autre, et c'est ce qui s'est passé. On a eu l'accélération ouverture ici, accélération haussière début de journée, cassure baissière fin de journée, clôture baissière. Voilà. Début de prochaine journée, là on est quand même dans une zone de neutralité, c'est un petit peu différent des autres jours. Hein. On est quand même dans une incertitude, ce qui est un petit peu cohérent par rapport à l'annonce de 14h30 qui a quand même un impact assez fort. Si jamais on n'est pas sur le fil, d'accord? Si on a quelque chose qui est marqué, on risque d'avoir de la volatilité parce que on va être capable d'anticiper plus ou moins ce que la Fed va nous dire et va faire. Donc là-dessus, je pense qu'on risque de stabiliser jusqu'à 14h30 l'ouverture du marché américain et notamment du coup le Nasdaq sur lequel là on a une vue en horaire pour regarder un petit peu ce qui est en train de se structurer. On voit qu'on n'a pas forcément de divergence qui est en train de se faire. Par contre, on voit une compression typique d'une potentielle explosion qui risque d'arriver ici, voilà. Donc on a quelque chose sur lequel on se dit, ok, il va pas avoir 36 solutions à un moment donné, on est en train vraiment de compresser pour préparer la news, donc ça veut dire que on risque d'avoir assez peu de volatilité le temps que la news arrive, et donc faire très attention à vos positions actuellement en crypto-monnaie, parce qu'on risque d'avoir un petit peu de volatilité, parce que là-dessus, c'est plus que juste tout simplement la corrélation entre les cryptos et le marché tradi. Non, c'est vraiment la corrélation entre le taux d'inflation, la relevée des Fed et potentiellement l'arrêt de la tendance haussière des taux d'intérêt de la Fed, donc pour un retour à la normale par la suite. Donc là-dessus, c'est vraiment important parce que c'est un point crucial dans lequel ça va nous permettre de nous projeter sur cette fin d'année. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.